6 sodas bannissent. Un continent en ébullition. S'agit-il vraiment de boissons ou de liberté? Une annonce secoue l'Afrique. Le Burkina Faso interdit 6 grandes marques de soda américains. Ce n'est pas une simple mesure de santé publique. C'est un séisme qui fait trembler les sièges sociaux des géants occidentaux. Pourquoi autant de panique à Wall Street, à Atlanta ou à New York? Parce que ce geste incarne bien plus qu'un rejet du sucre. C'est une affirmation de souveraineté, une riposte à des multinationales persuadées que l'Afrique resterait docile. Pendant des décennies, nos marchés ont été envahis par ces boissons, vendues comme symboles de bonheur moderne. Pourtant, elles ont discrètement empoisonné notre jeunesse, nourrissant diabète, obésité et maladies chroniques. Les profits, eux, repartaient vers d'autres continents, tandis que nos hôpitaux saturaient. Prenons l'exemple frappant de la Côte d'Ivoire dans les années 90. Les boissons sucrées s'infiltraient partout, dans les écoles, lors des fêtes traditionnelles, jusque sur les marchés de village. Les médecins notaient déjà une hausse significative des cas de diabète de type 2 chez les enfants, un phénomène jusque-là rare. Derrière cette décision se cache le début d'une révolution panafricaine. Plongeons ensemble dans l'histoire secrète de ce bannissement et découvrons pourquoi il pourrait bouleverser l'équilibre du continent. Ce qui se joue ici dépasse largement la question des sodas. Si l'Afrique cède, elle continue à sacrifier la santé de ses familles et l'avenir de son économie. Mais si elle se lève, c'est toute une fierté retrouvée, une économie affranchie, un modèle de résistance qui peut inspirer du Cap au Caire. Aujourd'hui, le Burkina Faso dit stop. Assez de voir les corps de nos enfants servir de laboratoire pour des produits bannis ailleurs. Assez de sacrifier la santé et l'avenir de nos peuples au profit d'actionnaires invisibles. Ce bannissement lance un avertissement. Nos enfants ne sont pas des cobayes, nos peuples ne sont pas à vendre. Comment ces multinationales ont-elles conquis l'Afrique et pourquoi ce geste du Burkina Faso les menace-t-il autant? Pour le comprendre, il faut remonter à la première vague d'invasion sucrée. Pourquoi tant de colère pour de simples sodas? Parce que la menace est insidieuse, silencieuse et parfois mortelle. Comparez la stratégie à celle du tabac dans les années 60. Les cigarettes étaient vendues comme des symboles de liberté, de glamour, d'émancipation. Il a fallu des décennies de lutte pour briser ce mythe et imposer des restrictions. Le soda suit le même chemin, mais avec des couleurs plus vives et un goût sucré plus addictif. Depuis des décennies, l'Afrique subit le feu croisé d'un marketing impitoyable orchestré par les géants mondiaux du soda. Affiches criardes, spots omniprésents, parrainages clinquants. Tout est mis en œuvre pour rendre les boissons sucrées inoffensives, festives, presque nécessaires. Le soda s'est tissé au rang de symbole de réussite, de modernité, d'intégration sociale. Dans les années 50, alors que l'Afrique francophone accédait à l'indépendance, les premières usines d'embouteillage de soda s'implantaient discrètement. La promesse, modernité, fête, prospérité. À Dakar, la première publicité pour une boisson gazeuse américaine vantait la réussite et la joie familiale, associant le soda à la réussite scolaire. Les enfants voulaient ressembler aux stars des spots publicitaires, et bientôt, le soda remplaçait l'eau lors des célébrations. Mais derrière chaque gorgée sucrée, une tragédie discrète se trame. Dans les hôpitaux de Ouagadougou, Dakar, Abidjan, les médecins alertent. Le diabète explose, touchant adultes et enfants. Les maladies cardiaques se multiplient, l'obésité infantile frappe tous les quartiers, sans distinction. Jamais les admissions liées au sucre n'ont atteint un tel niveau, et la courbe ne cesse de grimper. Un pédiatre du centre hospitalier universitaire de Yopougon témoignait récemment: « Sur 10 enfants obèses que je reçois, 8 consomment plus de 3 sodas par jour. » Ce simple constat est le reflet d'une tendance continentale. Prenons l'exemple du colorant E15. Interdit dans l'Union européenne depuis plus de 20 ans, mais toujours présent dans certaines boissons vendues à Bamako ou à Cotonou. Ou encore de la quantité de sirop de glucose-fructose, parfois doublée par rapport à la version destinée au marché américain. Pendant ce temps, les profits colossaux s'envolent vers l'étranger. Les actionnaires de New York, Paris ou Atlanta s'enrichissent, tandis que les coûts humains s'accumulent ici. Familles ruinées par les soins, villages assoiffés, enfants privés d'avenir. L'argent part, la souffrance reste. Ce qu'on tait trop souvent, c'est que les sodas écoulés en Afrique sont parfois encore plus nocifs que ceux vendus en Europe ou en Amérique du Nord. Dosage en sucre plus élevé, additifs bannis ailleurs, contrôle quasi inexistant,
le continent devient la décharge de versions toxiques, invendables ou modifiées dans d'autres pays. À chaque canette, ce sont des maladies à retardement qui s'invitent dans les foyers. Prenons le cas du Ghana. Selon une étude de 2022, sur 100 francs dépensés en soda, 75 rejoignent les caisses des multinationales. Seulement 25 francs restent sur place pour payer les salaires ou les taxes locales. Pendant ce temps, les familles ghanéennes consacrent une part croissante de leur budget aux soins liés au diabète et à l'hypertension. En Ouganda, dans la région de Buganda, la boisson traditionnelle d'amarante a presque disparu des mariages et des baptêmes, remplacée par des sodas importés. Les aînés déplorent la perte de ces rituels qui, autrefois, rythmaient la vie communautaire. Le piège est implacable. Publicités agressives, conditionnement dès l'enfance, addiction au sucre, disparition des boissons locales. Petit à petit, le bissap, le zoumkoum, les tisanes de gingembre ou de tamarin reculent, balayés par la puissance financière des multinationales. C'est tout un patrimoine qui vacille, au profit des géants du soda. Accepter cette situation, c'est ouvrir la porte à une épidémie de masse, renforcer la dépendance économique du continent, sacrifier la santé de générations entières. Ne rien faire, c'est se résigner à avaler des choix dictés d'ailleurs, à rester enfermé dans une logique de consommation imposée et destructrice. Mais pourquoi un sursaut aujourd'hui? Pourquoi le Burkina Faso ose-t-il enfin briser le cercle? Qu'est-ce qui a déclenché cette rupture à cet instant précis? Le bannissement de 6 grandes marques américaines n'est pas un simple geste sanitaire. C'est une déclaration de souveraineté, un acte de résistance contre une domination qui semblait inamovible. Au Sénégal, par exemple, le mouvement Un verre local, une fierté, invite les jeunes à poster leurs boissons traditionnelles préférées sur Instagram, créant un élan d'orgueil national qui a surpris même les promoteurs de la campagne. Ce scénario rappelle celui de l'Afrique du Sud au début des années 2000. Quand le gouvernement a voulu imposer des taxes sur le sucre, les multinationales ont financé des campagnes de désinformation, affirmant que ces mesures ruineraient l'économie et détruiraient des milliers d'emplois. Pourtant, 10 ans plus tard, la santé publique s'est améliorée et l'industrie locale des boissons naturelles a connu un essor sans précédent. Ce qui vient de se jouer au Burkina Faso n'est pas une simple affaire de sucre. C'est l'ouverture d'un front dans une guerre invisible pour l'avenir du continent. Le bannissement des 6 grandes marques de soda américains a frappé un coup dur, mais la riposte ne s'est pas fait attendre. Les multinationales, privées d'un marché florissant, lancent une offensive de lobbying tous azimuts. Elles dépêchent leurs meilleurs négociateurs, convoquent des ambassadeurs, promettent de nouvelles recettes soi-disant plus saines. En coulisses, la pression grimpe. Appels nocturnes au président, menaces voilées sur les investissements, promesses de partenariats alléchants si le marché leur est rouvert. Pourtant, au Mali, au Niger, au Sénégal, la résistance s'organise. Inspirés par l'audace burkinabé, des leaders politiques affichent leur solidarité et questionnent à voix haute le modèle alimentaire imposé de l'extérieur. Sur les réseaux sociaux, la jeunesse africaine mène la bataille culturelle. Elle refuse le rôle de consommateur passif et revendique sa dignité. Hashtag incendiaire, vidéo virale, défi de consommation locale, le bruit monte, irrésistible. Le message est simple. Chaque canette rejetée devient un acte de souveraineté, chaque boisson produite localement, une affirmation d'identité. En Côte d'Ivoire, lors d'un récent festival, des slammers ont dédié leur texte à la libération des papilles, encourageant la jeunesse à redécouvrir les boissons d'antan. Des initiatives similaires germent au Bénin, au Togo et même dans des diasporas africaines d'Europe. Mais la dépendance ne se mesure pas seulement en dollars ou en litres vendus. Elle s'est insinuée dans les goûts, dans les gestes du quotidien, dans l'imaginaire collectif. Le soda, c'est l'illusion d'un mode de vie occidental, l'idée que la modernité s'achète à la supérette du coin. Rompre avec cette habitude, c'est toucher à la psychologie profonde d'une génération. Cela demande de réapprendre à aimer les saveurs du terroir, à valoriser le travail des producteurs locaux, à transformer la honte en fierté retrouvée. La polémique déchire les sociétés. Les élites, souvent proches des multinationales ou bénéficiaires d'accords privilégiés, agitent la menace d'une crise économique ou diplomatique. Les rues, elles, vibrent d'un autre son. Les familles voient dans cette mesure une protection pour leurs enfants. Les agriculteurs y décèlent une chance de renaissance. Les artistes, un thème nouveau pour leur création. La majorité silencieuse se réveille, portée par l'espoir d'un avenir moins toxique, plus maîtrisé. Dans l'ombre, les multinationales affûtent de nouvelles stratégies,
et cherchent des failles à exploiter. Mais la brèche ouverte au Burkina Faso ébranle déjà leur certitude et offre au peuple une occasion unique de reprendre la main. L'enjeu dépasse de loin le commerce. C'est la capacité de l'Afrique à choisir pour elle-même, à décider ce qui entre dans ses assiettes et ce qu'elle refuse d'avaler. Céder à la pression, ce serait accepter la servitude, sacrifier la santé et l'identité pour quelques profits étrangers. Tenir bon, c'est croire à la possibilité d'une économie réinvestie dans le continent, d'une jeunesse en meilleure santé, d'un peuple qui dicte enfin ses propres règles. La route est semée d'embûches. Les multinationales disposent de ressources immenses, et l'histoire regorge de batailles perdues face à la puissance de l'argent et de la publicité. Chaque promesse de recettes allégées n'est souvent qu'un écran de fumée. Ce qu'elles veulent, c'est garder la main sur les habitudes, sur l'imaginaire, sur la dépendance collective. Pourtant, la décision du Burkina Faso a brisé le silence. Son exemple se répand. Ici, il inspire, là, il dérange. Mais partout, il invite à repenser la consommation comme un acte politique. L'alimentation n'est plus un terrain neutre, elle devient le cœur de la souveraineté. L'Afrique tiendra-t-elle tête aux géants mondiaux? Peut-elle transformer ce sursaut en révolution durable et faire du boycott des sodas le premier pas vers une libération économique et culturelle? Souvenons-nous de l'Inde, dans les années 2000. Quand le gouvernement a interdit certaines boissons gazeuses jugées dangereuses, les géants du soda ont tenté de contourner la loi en lançant des filiales locales sous de nouveaux noms. Mais la vigilance citoyenne a permis de déjouer ces manœuvres. L'Afrique peut s'inspirer de cet exemple pour rester ferme face aux tentatives de contournement. Et si ce petit pays enclenchait la mèche d'une révolution capable de tout emporter? Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse de loin un simple bannissement de soda. Cela pourrait être l'étincelle d'un immense renversement. Un effet domino prêt à bouleverser l'Afrique entière, secouant l'ordre établi depuis tant de décennies. Déjà, des voisins observent avec attention. Au Mali, en Guinée, au Sénégal, les débats s'animent. Faut-il eux aussi reprendre le contrôle de ce que boivent leurs enfants? Dans l'ombre, des lois se préparent. Le mouvement pourrait déferler sur toute l'Afrique de l'Ouest, puis gagner d'autres régions, transformant les habitudes de millions de familles, du Cap à Alger. En Éthiopie, par exemple, la boisson traditionnelle tej, à base de miel fermenté, connaît un regain d'intérêt chez les jeunes citadins. Au Cameroun, les bars à jus des corosols fleurissent dans les métropoles, concurrençant les grandes enseignes internationales. Mais c'est aussi tout un imaginaire qui bascule. L'époque où les sodas étrangers symbolisaient la modernité semble révolue. Désormais, renaissent les boissons locales. Infusion d'hibiscus, jus de gingembre, nectar de mangue ou de baobab, préparés dans les quartiers, servis sur les marchés, célébrés à la maison. Ces breuvages portent un héritage. Ils racontent la terre, les saisons, le savoir-faire transmis de génération en génération. Au Rwanda, l'initiative Jus du pays a permis, en moins de 5 ans, de créer plus de 2000 emplois directs et d'augmenter de 30% les revenus de petits producteurs locaux. Un modèle reproductible ailleurs. L'enjeu économique est gigantesque. Miser sur les circuits courts et la production locale, c'est ouvrir la voie à des milliers d'emplois nouveaux. Les agriculteurs pourraient mieux vivre de leur travail, les artisans seraient valorisés et des centaines de petites entreprises dynamisées. L'argent, au lieu de s'envoler vers des multinationales, resterait sur le continent, irriguerait villages et villes et permettrait à l'Afrique de bâtir sa richesse sur ses propres forces. Mais cette révolution bouleverse aussi la culture. Pour la première fois depuis longtemps, consommer local redevient un acte de fierté et de résistance. L'idée que ce qui vient de loin est forcément meilleur s'efface peu à peu. Les enfants apprennent que leur pays, leur village, leur terre produisent ce qu'il y a de meilleur pour eux. Pourtant, le jeu en vaut la chandelle. Au bout du combat, l'Afrique pourrait tout gagner. Santé retrouvée, prospérité partagée, dignité restaurée, respect du monde entier. On se souvient de l'expérience du Chili, qui a imposé un étiquetage strict sur les sodas et snacks sucrés. Les menaces de représailles économiques n'ont pas empêché le pays de réduire drastiquement l'obésité infantile en moins de 3 ans, prouvant que la santé publique peut triompher face aux intérêts privés. Ce chemin vers l'autonomie n'est pas sans embûches. Les multinationales affûtent déjà leurs armes juridiques. Menaces de procès devant les tribunaux internationaux, pression diplomatique, campagnes de dénigrement orchestrées dans les médias occidentaux.
Le Burkina Faso et bientôt l'Afrique s'exposent à de lourdes représailles, isolement, sanctions, menaces sur les exportations. Mais une question demeure. Par quoi remplacer concrètement les sodas? Et comment ancrer cette révolution dans le quotidien? Partons à la rencontre des solutions locales et des initiatives qui changent déjà la donne. Voyons comment, sur le terrain, des producteurs, des familles et des entrepreneurs réinventent la boisson africaine. Voici les recettes et les innovations qui pourraient faire basculer les habitudes pour de bon. Boire local, c'est résister. Soutenir nos producteurs, c'est libérer tout un continent. Derrière chaque gorgée de boisson africaine se cache un acte d'espoir et de liberté. Mais comment transformer cette idée en réalité? Tout commence avec la création de coopératives locales. Quand les petits cultivateurs de fruits, de céréales ou de plantes s'associent, ils proposent des boissons naturelles et saines issues du terroir africain. Ce sont eux les véritables héros de la souveraineté alimentaire. À titre d'exemple, au Maroc, une réduction de la TVA sur les jus artisanaux a permis l'ouverture de plus de 500 micro-entreprises en moins de 2 ans, dynamisant les économies locales. En Guinée, la coopérative Jus de la Savane réunit désormais plus de 100 villages. Elle propose des boissons à base de moringa, de mangue et de bissap, embouteillées sur place et vendues sur les marchés urbains. Cette initiative a permis de doubler les revenus des familles participantes et de financer la scolarisation de centaines d'enfants. Pour renforcer ce mouvement, les gouvernements peuvent offrir des incitations fiscales à ceux qui produisent et consomment localement. Exonérer d'impôts les entreprises qui transforment les richesses du pays, c'est soutenir l'économie nationale et garantir du travail à des milliers de familles. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Dans les universités et les ateliers, des recettes nouvelles voient le jour chaque mois. Des boissons à base d'hibiscus, de gingembre, de tamarin, de baobab et d'autres trésors oubliés émergent et valorisent la diversité de nos terres. À l'université de Dakar, une équipe de jeunes chercheurs a mis au point un soda naturel pétillant à base de citronnelle et de baobab, sans sucre ajouté. Ce produit, déjà commercialisé dans 50 points de vente, prouve que la modernité peut naître du patrimoine local. Alors, comment agir concrètement? Voici quelques étapes pour ancrer cette révolution dans nos vies quotidiennes. Mais le plus grand danger, c'est l'inaction. Ne rien faire, c'est regarder passer une chance unique et laisser la dépendance reprendre le dessus. Changer nos habitudes de consommation n'est pas seulement un choix santé, c'est aussi une résistance à l'uniformisation imposée par les multinationales. Famille, école, marché, chacun peut dire non à la dépendance et oui à l'autonomie. Lorsque l'on choisit le bissap local plutôt qu'un soda importé, c'est toute la chaîne qui en profite, du paysan au commerçant, du village à la ville. Cette dynamique doit s'étendre partout. Plus qu'une interdiction, c'est une chance de se réinventer ensemble. Refuser les sodas venus d'ailleurs, c'est ouvrir la porte à une renaissance culturelle et économique où chaque Africain devient acteur du changement. Les enjeux sont immenses, des vies sauvées, des maladies évitées, des milliards réinvestis localement, la dignité retrouvée. Première étape, éduquer. Les écoles et les familles doivent enseigner dès le plus jeune âge les dangers du sucre ajouté et la richesse des boissons locales. Des programmes éducatifs, des ateliers de dégustation, des concours de recettes peuvent sensibiliser toute une génération. Troisième étape, légiférer. Il appartient au gouvernement d'imposer des normes strictes sur la composition des boissons, d'interdire les additifs dangereux, de taxer lourdement les sodas importés et de subventionner la production locale. Deuxième étape, soutenir les producteurs locaux. Acheter directement auprès des coopératives, participer à des marchés de village, investir dans de petites unités de transformation crée un cercle vertueux. Plus la demande augmente, plus l'offre s'organise et s'améliore. À vous de choisir la dépendance ou la liberté. Enfin, quatrième étape, célébrer la diversité. Organiser des festivals, des concours, des expositions autour des boissons africaines permet de redonner ses lettres de noblesse à ce patrimoine. En Éthiopie, le festival annuel du Tej attire désormais des visiteurs du monde entier. Le choix du Burkina Faso n'est qu'un début. D'autres pays pourraient suivre, et l'Afrique tout entière pourrait bientôt écrire une nouvelle page de son histoire. L'histoire n'oublie jamais celles et ceux qui ont osé résister. Et vous, de quel côté serez-vous lorsque tout sera compté? Aujourd'hui, ce qui se joue dépasse de loin une banale question de soda.
Il s'agit d'un combat invisible mené chaque jour dans chaque foyer africain. Boire, acheter, transmettre à nos enfants, chaque geste, si minime soit-il, tisse le destin de notre continent. Refuser d'alimenter la dépendance, c'est rejeter un futur fait de maladies évitables, de milliards qui s'échappent vers d'autres horizons, de traditions sacrifiées sur l'autel du profit étranger. Dire oui à l'action, c'est ouvrir la voie à la santé, à l'indépendance et à la dignité retrouvée. Ce n'est pas une querelle politique, c'est une question de survie, d'honneur et de respect envers soi-même et envers ceux qui viendront après nous. L'avenir reste à inventer. Il commence ici, maintenant, dans ce que nous refusons et dans ce que nous bâtissons ensemble. Le choix que nous faisons aujourd'hui façonnera le continent de demain. Il n'existe ni recette magique ni héros solitaire. Il y a seulement des millions de choix quotidiens portés par des millions d'Africains debout. Aujourd'hui, la santé de nos familles, la vigueur de notre économie et l'honneur de notre terre sont entre nos mains. Voulons-nous continuer à dépendre de l'importation et de l'aliénation, ou voulons-nous, ensemble, une nouvelle page, fière et souveraine? Ce combat ne se gagne pas à coups de discours, mais dans nos choix, dans nos assiettes, sur nos marchés, au cœur de nos maisons. Consommer local, valoriser nos propres produits, soutenir nos créateurs. Voilà comment, pas à pas, nous dessinons un autre avenir. Refuser, c'est choisir la vie, la prospérité et la fierté de bâtir un modèle qui inspire tout un continent. Alors, quelles traces laisserons-nous dans l'histoire? Le courage de dire non ou le confort de détourner le regard? La réponse appartient à chacun. Non dans les slogans, mais dans chaque acte, chaque achat, chaque espoir semé.